Antoine Chevalier, le millionnaire le plus glacial de Paris, s'effondre à genoux devant sa femme de ménage. Des larmes, silencieuses, coulent sur son visage tandis qu'il murmure « Je t'ai cherché à chaque vie ». Elle, tremblante, répond « Moi aussi ». Et tous deux voient la même vision. 500 ans auparavant, les mêmes visages, la même promesse. Voici l'histoire d'un amour qui a traversé 5 siècles. Antoine Chevalier avait tout, à 38 ans. Il était à la tête d'un empire immobilier qui brassait des millions. Son hôtel particulier, dominant Paris, se dressait comme un château moderne. Marbre de Carrare, lustres en cristal de Bohême. Œuvres d'art valant plus que des immeubles entiers. Mais il y avait une chose que l'argent n'avait jamais pu acheter, la PEX, depuis son enfance. Antoine faisait les mêmes rêves, toujours la même femme, cheveux ébènes, yeux profonds, un visage qu'il n'avait jamais vu dans la vie réelle, mais qu'il connaissait mieux que son propre reflet. Dans ses rêves, il la cherchait, courait à travers des champs de bataille, traversait des océans déchaînés, criait son nom dans des langues qu'il ignorait, et se réveillait toujours avec la même sensation de perte, comme s'il avait perdu quelque chose d'essentiel, comme s'il était incomplet. Les psychologues parlaient de mémoire ancestrale. Les spiritualistes évoquaient des vies antérieures. Antoine, pragmatique et sceptique, préférait ignorer. Il enfouissait son inquiétude dans le travail, construisait des gratte-ciel, tandis que son cœur restait en ruine. Et personne ne le remarquait. Pour le monde, Antoine Chevalier était intangible, pour lui-même. Il était un homme à la dérive, cherchant quelque chose d'impossible à nommer. Si vous avez déjà senti que vous cherchez quelqu'un, sans savoir qui, vous allez comprendre ce qui s'est passé ce jour d'octobre. C'était un matin banal, quand tout a basculé. Antoine avait besoin d'une nouvelle femme de ménage. La précédente avait démissionné, prétextant que l'hôtel particulier était trop grand, que le patron était trop froid. L'agence avait envoyé 3 candidates. Il avait à peine regardé les 2 premières. Et alors, Léa Dubois entra dans la pièce. Le monde s'est arrêté. Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'air lui manqua. Les mains tremblèrent, parce que le visage en face de lui était le visage des rêves, pas ressemblant, pas similaire. C'était exactement le même. Les mêmes yeux, sombres et profonds, la même courbe des lèvres, la même expression, entre vulnérable et forte. 15 000 nuits à rêver de ce visage. Et là, elle était là, en chair et en os, portant un uniforme bleu marine défraîchi et tenant un sac à main rapiécé. Léa Dubois avait 29 ans et portait le poids du monde sur ses épaules. Elle travaillait comme femme de ménage, pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Mémé Odette, 82 ans, avait besoin de médicaments coûteux que la sécurité sociale ne remboursait pas. Alors Léa travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, se levait à 5 heures du matin, prenait 2 métros, nettoyait les appartements de gens qui ne la regardaient même pas. Et le soir, rentrait dans son petit studio en banlieue, préparait le dîner de sa grand-mère, et enfin, dormait. Et quand elle dormait, elle rêvait. Toujours le même rêve. Un homme aux yeux intenses, portant des vêtements d'époque, lui tenant les mains et disant « Je te chercherai à chaque vie ». Léa se réveillait, les larmes aux yeux, et un vide dans la poitrine, comme si elle avait perdu quelque chose de précieux, comme si une partie d'elle-même manquait. Et quand elle entra dans cet hôtel particulier gigantesque, quand elle vit l'homme, grand et élégant, en costume noir, quand ses yeux croisèrent les siens, Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle connaissait ce visage. Mon Dieu, elle connaissait ce visage. Antoine essaya de parler, mais sa voix le trahit. Il toussa, reprit ses esprits et posa les questions habituelles. Expérience antérieure, disponibilité, référence. Léa répondit, en pilote automatique, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Il y avait quelque chose, là,
quelque chose d'impossible, quelque chose qui faisait battre son cœur à tout rompre et hérisser sa peau. Quand Antoine tendit la main pour lui serrer la main, en guise de salutation formelle, le contact fut comme un choc électrique. Tous deux reculèrent, instinctivement. Antoine serra les poings. Léa cacha ses mains derrière son dos. Et à ce moment, sans qu'aucun des deux ne sache l'expliquer, tous deux ressentirent la même chose. Une reconnaissance. Antoine l'embaucha sur le champ, sans même vérifier ses références, sans même appeler les contacts. Il dit simplement « Vous commencez demain ». Léa accepta, abasourdie, et sortit de l'hôtel particulier, marchant comme une somnambule, dans le métro, sur le chemin du retour. Elle colla son front contre la vitre et pensa « Je connais cet homme. Mais comment? D'où ?» Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il resta allongé dans l'obscurité, regardant le plafond, le cœur battant à 100 à l'heure. Son visage, c'était le visage des rêves. Il n'y avait aucun doute. Mais comment? Réincarnation, coïncidence, folie. Il se leva, alla dans son bureau, ouvrit son ordinateur portable, chercha. Rêve récurrent, même personne. Mémoire génétique, vie passée. Plus il lisait, plus il était confus. La science n'avait pas de réponse. La spiritualité en offrait beaucoup, mais aucune ne le satisfaisait. Antoine ferma son ordinateur portable et regarda par la fenêtre. En bas, la ville dormait. Et quelque part dans cette immensité, Léa Dubois était aussi éveillée, pensant à lui, parce que Léa ne dormit pas non plus. Elle resta assise dans la cuisine de son petit studio, tenant une tasse de thé, qui refroidit sans être bu. Mémé Odette, sa grand-mère, apparut, traînant les pieds, enveloppée dans son vieux peignoir. « Ma petite, tu vas bien? Tu es pâle ?» Léa regarda sa grand-mère, et la question sortit avant qu'elle ne puisse se retenir. « Tu crois à la réincarnation ?» Mémé Odette sourit, un sourire mystérieux et triste. Elle s'assit à côté de sa petite fille, lui prit la main, et dit « Certaines âmes ne s'oublient pas, ma petite, même après 500 ans. » Léa se réveilla avec le réveil à 5 heures du matin. Elle prit une douche, enfila son uniforme propre, prit les 2 métros, à 7 heures pile. Elle sonna à la porte de l'hôtel particulier. Antoine ouvrit la porte, en personne. Il ne dit rien, se contenta de lui faire signe d'entrer. Et quand Léa passa devant lui, Antoine ferma les yeux et inhala. Et il sentit la lavande. C'était son parfum, ou plutôt son odeur. Et c'était exactement l'odeur qu'il sentait dans ses rêves, de la lavande, et quelque chose d'autre, quelque chose de doux, quelque chose d'impossible à décrire, mais inconfondible. Antoine lui fit visiter l'hôtel particulier. 3 étages, 8 chambres, 5 salles de bain. Elle devrait tout nettoyer. Léa acquiesça, prit le chariot de ménage et commença à travailler. Mais il était impossible de se concentrer, parce qu'à chaque fois qu'elle croisait Antoine, à chaque fois que leurs regards se rencontraient par hasard, c'était comme si des rayons invisibles traversaient l'air. Il y avait une énergie, une connexion, quelque chose qui n'avait pas de nom, mais que tous deux ressentaient, avec une intensité douloureuse, à l'heure du déjeuner. Antoine appela Léa dans la cuisine. Il avait préparé des sandwichs. Ce n'était pas normal. Les patrons ne préparent pas de nourriture pour leurs employés. Mais Antoine n'avait pas pu s'en empêcher. Il voulait être près d'elle. Il voulait entendre sa voix. Il voulait comprendre ce qui se passait. Ils mangèrent en silence. Et alors, Antoine demanda « Vous avez des frères et sœurs ?» Léa secoua la tête. « Seulement ma grand-mère et moi. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. » Antoine acquiesça. La solitude reconnaît la solitude. Et alors, Antoine posa la question qui allait tout changer. « Avez-vous une marque de naissance ?» Léa se figea. La question était étrange, invasive. Mais quelque chose dans la voix d'Antoine l'incita à répondre. « Oui. » Au poignet droit. Une forme d'étoile. Antoine sentit son sang se glacer.
sa vision se brouilla. Parce que lui aussi avait une marque de naissance, au poignet droit, une forme d'étoile, exactement la même. Il se leva, marcha vers elle et, sans demander la permission, remonta la manche de sa propre chemise. Léa regarda. Elle vit la marque. Une petite constellation de points en forme d'étoile, identique à la sienne. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle remonta sa propre manche, montra son poignet. Et là, elle était là, la même marque, au même endroit, de la même taille. Cette marque. Antoine murmura, et sa voix était brisée, rauque, désespérée. Je l'ai vue dans chaque rêve de ma vie. Léa recula. La chaise tomba. Elle tremblait, parce que cette marque était la preuve qu'elle n'était pas folle, la preuve que les rêves signifiaient quelque chose. Antoine tremblait aussi. Il la regarda et dit « Je rêve de vous depuis que je suis enfant, toutes les nuits, le même visage, la même voix. Et je te cherche toujours, mais je ne te trouve jamais. » Il fit un pas en avant, jusqu'à maintenant. Léa voulait courir, voulait fuir cet hôtel particulier, cet homme, cette vérité impossible, mais ses pieds étaient enracinés dans le sol parce qu'elle aussi rêvait, elle aussi cherchait. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle enfin trouvé. « Moi aussi, murmura-t-elle, moi aussi je rêve. De toi, depuis des années, depuis toujours. » Le silence qui suivit fut dense, lourd, chargé de quelque chose de plus grand que d'eux. Antoine recula, passa la main dans ses cheveux, tenta de rationaliser. « C'est de la folie, ça n'a aucun sens. » Mais Léa secoua la tête. Elle sortit quelque chose de sa poche, un médaillon ancien, en argent usé, suspendu à une fine chaîne. Il appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle me l'a légué avant de mourir. Elle a dit que c'était important, que je devrais toujours le porter. Léa ouvrit le médaillon. À l'intérieur, il y avait une inscription gravée en lettres anciennes, presque effacée par le temps. A-C-A-L-D éternellement. Antoine sentit le monde tourner. A-C. Antoine Chevalier. C'était son nom dans les rêves. Et L-D, Léa Dubois. Antoine et Léa. D'où tiens-tu ça? Il prit le médaillon, le tint contre la lumière. L'argent était ancien, très ancien. Des siècles. Léa répondit. Mon arrière-grand-mère disait qu'il était dans la famille depuis des générations, depuis 1525. 500 ans. Si vous ressentez des frissons maintenant, imaginez ce qu'ils ressentaient. Parce qu'Antoine et Léa venèrent de découvrir que leurs âmes se connaissaient depuis 500 ans. Et que peut-être, juste peut-être, ils s'étaient cherchés dans chaque vie depuis lors. Certaines connexions transcendent le temps. Certaines promesses traversent les siècles. Et certaines âmes, peu importe à quel point le destin tente de les séparer, retrouvent toujours le chemin. Antoine et Léa restèrent là, immobiles, en silence, tenant le médaillon entre eux, sentant le poids de 500 ans sur leurs épaules. Et alors, Antoine fit quelque chose qui surprit les deux. Il prit sa main. Pas une poignée de main formelle, un contact réel, peau contre peau. Et quand leurs doigts s'entrelacèrent, quand la marque de naissance de l'un toucha la marque de naissance de l'autre, quelque chose se produisit. Une vague de chaleur, une sensation de complétude, comme si deux moitiés s'emboîtaient enfin, comme si l'univers soupirait de soulagement. Léa le regarda et vit des larmes dans ses yeux. Antoine, le millionnaire froid et intouchable, était en train de pleurer. « J'ai attendu si longtemps », murmura-t-il. « Et je ne savais même pas ce que j'attendais, jusqu'à maintenant. » Léa pleura aussi, parce qu'elle comprenait. Elle a toujours su qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, enfin, elle avait trouvé. Mais la réalité est cruelle. Et alors qu'ils étaient là, mains entrelacées, marque de naissance se touchant, une pensée traversa l'esprit des deux. Il était millionnaire. Elle était employée de maison. Il vivait dans un hôtel particulier dominant Paris. Elle avait du mal à payer son loyer, 500 ans auparavant. Peut-être que les rôles étaient différents, mais maintenant, dans cette vie,
Le fossé social entre eux était gigantesque, et les deux savaient que le monde n'accepterait pas, que la différence de classe créerait des obstacles, que le destin, une fois de plus, pourrait tenter de les séparer. Antoine lâcha sa main lentement. Léa fit un pas en arrière. La magie du moment se dissipa, remplacée par la dure réalité. « Je dois travailler », dit Léa, et sa voix était ferme mais brisée. Antoine acquiesça. « Bien sûr. » Et elle sortit de la cuisine, prit son chariot de nettoyage et se remit au travail. Mais ses mains tremblaient, et chaque surface qu'elle nettoyait, chaque pièce qu'elle rangeait, était faite en pilote automatique, parce que son esprit était piégé dans ce moment, dans ce contact, dans cette marque, dans ce médaillon. Et Antoine retourna au bureau, ferma la porte et s'effondra sur sa chaise. Il regarda son poignet. La marque d'étoile brillait sous la lumière, et pour la première fois de sa vie, Antoine Chevalier, l'homme qui avait tout, réalisa qu'il était complètement perdu. Parce que comment explique-t-on au monde qu'on a trouvé son âme sœur de 500 ans sous la forme de son employé de maison? Comment rationalise-t-on quelque chose qui défie toute logique? Et plus important encore, que faites-vous quand le destin vous livre enfin ce que vous avez cherché toute votre vie? Mais que les circonstances rendent impossible de l'atteindre. Antoine n'avait pas de réponse. Alors il fit ce qu'il faisait toujours. Il chercha. Il ouvrit son ordinateur portable, tapa « Antoine de Chevalier, 1525 », appuya sur « Entrée » et attendit. Les résultats apparurent lentement. Pages historiques, documents coloniaux. Et alors, il vit un article académique sur des soldats français en Italie. Et là, au milieu d'une liste de noms, il y avait Antoine de Chevalier, soldat, mort au combat en 1526, promis à Léa Dubois, fille d'un notable local, mort avant le mariage. Le sang d'Antoine se figea. Il cliqua sur le lien, lut davantage. Léa Dubois attendit 1 an le retour de son promis. Quand elle apprit sa mort, elle tomba malade de chagrin. Mourut en 1527, fut enterrée avec le médaillon qu'Antoine lui avait donné. Le médaillon. Antoine se leva d'un bond, courut jusqu'à la cuisine. Léa était en train de nettoyer le sol. Il s'arrêta à la porte, haletant. Elle le regarda, effrayée. Il lui tendit son téléphone. « Tu dois voir ça. » Léa laissa tomber le chiffon, se nettoya les mains, prit le téléphone, lut, et pendant qu'elle lisait, la couleur disparut de son visage. Non, ce n'est pas possible, mais c'était là, documenté, historique, réel. Antoine de Chevalier et Léa Dubois, promis, séparés par la mort. Tu as uni par une promesse. Je t'ai cherché à chaque vie. Tu rêves aussi du champ de bataille? Demanda Antoine, et sa voix n'était qu'un murmure. Léa acquiesça lentement. Je te vois tomber. Je vois du sang. Je t'entends dire que tu reviendras. Et j'attends. J'attends toujours. Mais tu ne reviens jamais. Antoine ferma les yeux. Je vois la même chose. Je te vois pleurer. Je te vois attendre. Et j'essaie de revenir. Je cours. Je crie. Mais je n'y arrive jamais. Jusqu'à présent. 500 ans. 500 ans depuis qu'Antoine Chevalier a promis de chercher Léa Dubois à chaque vie. 500 ans depuis qu'elle a promis d'attendre. Et les voilà dans une cuisine moderne, lui en costume, elle en uniforme, avec les mêmes visages, les mêmes marques, la même promesse. Le destin avait inversé les rôles. Lui, maintenant riche, elle, maintenant pauvre. Mais les âmes restèrent les mêmes, se reconnaissant, se cherchant, se retrouvant. Et tandis qu'Antoine et Léa se regardaient dans cette cuisine, tous deux savaient-ils que quelque chose avait changé pour toujours. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité était exposée, la connexion révélée. Et maintenant, il ne restait qu'une question. Qu'en faire? Mais la peur est plus forte que la raison. Et dans les jours qui suivirent, Antoine fit ce qu'il faisait toujours quand quelque chose l'effrayait. Il ignora. Il s'enferma dans son bureau, se plongea dans des réunions, conclut des affaires. Il évitait Léa. Quand il la voyait faire le ménage, il changeait de direction. Quand elle préparait le café,
Il attendait qu'elle parte pour en boire. Parce que regarder Léa signifiait admettre l'impossible, signifiait accepter que tout ce en quoi il croyait sur la réalité était faux. Et Antoine Chevalier n'acceptait pas d'avoir tort. Léa remarqua la distance. Et ça faisait mal. Ça faisait mal parce qu'elle avait ouvert son cœur, avait montré le médaillon, avait admis les rêves. Et maintenant, il l'évitait comme si elle était une maladie contagieuse. Alors Léa aussi recula, arrêta de poser des questions, faisait le ménage en silence, cuisinait en silence, partait en silence. Et le soir, dans son petit appartement, elle pleurait. Mémé Odette lui tenait la main et disait « Ma petite, certaines vérités font trop peur pour être acceptées d'un coup. » Mais Léa n'avait pas la patience d'attendre. Elle avait attendu 500 ans. Combien de temps le destin demanderait-il encore? 3 jours passèrent, dans un silence tendu. Antoine travaillait. Léa nettoyait. 2 étrangers partageant le même espace, évitant les regards, évitant les contacts, évitant la vérité. Jusqu'à ce que, le 4e soir, Antoine refasse le rêve. Mais cette fois, c'était différent, plus vif, plus réel. Il était sur le champ de bataille. Du sang partout, des soldats criant. Et lui, blessé, tombé au sol, tenait le médaillon et murmurait « Je te chercherai à chaque vie, Léa, je te le promets. » Et alors, il la voyait, debout au sommet d'une colline, une robe blanche flottant au vent, les mains tendues, pleurant, attendant, toujours attendant. Antoine se réveilla en criant, la sueur trempant les draps, le cœur battant à tout rompre. 3 heures du matin. Il se leva, alla à la fenêtre, regarda la ville endormie et réalisa quelque chose. Il ne pouvait plus fuir. La vérité ne disparaissait pas parce qu'on l'ignorait. Léa était réelle, le médaillon était réel, la connexion était réelle. Et lui, Antoine Chevalier, homme de logique et de raison, allait devoir accepter l'impossible, le lendemain matin, quand Léa arriva. Antoine l'attendait à la porte. Elle s'arrêta, surprise. Il ne dit pas bonjour, ne lui demanda pas comment elle allait, dit simplement « Il faut qu'on parle ». Léa acquiesça, et ils retournèrent dans la cuisine, l'endroit où tout avait commencé. Antoine servit du café, s'assit en face d'elle, et parla. « J'ai passé les 3 derniers jours à essayer de rationaliser ça, à essayer de trouver une explication logique, coïncidence, mémoire génétique, suggestion, n'importe quoi qui ne soit pas, ben tu sais, la réincarnation. » Antoine rit sans humour. Mais je n'y suis pas arrivé. Parce que tout concorde. Les rêves, les marques, le médaillon, les noms historiques. Il la regarda. Et toi, je te connais, Léa. Je connais ton odeur. Je connais ta voix. Je connais la façon dont tu regardes quand tu es triste. Et je ne devrais pas. Parce que je t'ai rencontré il y a 4 jours. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis 500 ans. Léa avait des larmes qui coulaient, parce qu'elle comprenait. Elle aussi avait lutté contre la vérité, avait aussi essayé de nier. Mais le cœur ne ment pas, et son cœur reconnaissait Antoine comme quelque chose d'essentiel, quelque chose qui avait toujours manqué. « Moi aussi », murmura-t-elle, « moi aussi, je te connais. Je sais que tu aimes le café sans sucre, je sais que tu as une cicatrice dans le dos. Je sais que tu te réveilles à 5 heures du matin même sans réveil. Et je ne sais pas comment je sais. Je sais juste. » Antoine cligna des yeux. « La cicatrice. Comment tu sais pour la cicatrice ?» Léa se figea, parce qu'elle ne devait pas savoir. Elle n'avait jamais vu son dos. Il portait toujours une chemise. Alors comment? « Je l'ai vu dans le rêve, » dit-elle lentement. « Tu étais tombé, blessé. Et j'ai vu la cicatrice. C'était une ligne dans ton dos, côté gauche, près de l'omoplate. » Antoine se leva, se retourna et enleva sa chemise. Là, exactement où Léa l'avait décrit, il y avait une cicatrice, ancienne, d'enfance, une chute de vélo à 7 ans, mais dans son rêve, c'était celle d'une épée, d'une bataille.
Antoine se retourna pour la regarder. « Comment, Léa? Comment tu sais ça ?» Et elle secoua la tête, aussi perdue que lui. « Je ne sais pas. J'ai juste vu. Je t'ai vu tomber. J'ai vu l'épée coupée. Je t'ai vu mourir. » Le silence dans la cuisine était oppressant. Et alors Antoine se rassit, remit sa chemise et prononça les mots qui allaient tout changer. « Je te crois. Je crois en nous. Je crois que c'est réel. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois. » Léa sanglota. Parce que ces mots étaient tout ce dont elle avait besoin. Validation, acceptation. Quelqu'un qui croyait enfin. Qu'auriez-vous fait? Si c'était vous, auriez-vous fui la vérité ou l'auriez-vous embrassé? Écrivez-le dans les commentaires. Antoine et Léa passèrent cette matinée à parler, à partager leurs rêves, à comparer les détails. Et plus ils parlaient, plus cela devenait clair. Ils avaient vécu ensemble auparavant, 500 ans auparavant. Antoine décrivait le château où Léa vivait dans ses rêves. Léa décrivait le camp militaire où Antoine dormait. Ils connaissaient les noms de personnes qui n'avaient jamais existé dans cette vie, connaissaient des lieux qu'ils n'avaient jamais visités, connaissaient une histoire qu'il ne devrait pas être possible de se rappeler. Et alors, Léa dit quelque chose qui fit se figer Antoine. Dans cette vie-là, j'étais riche et tu étais pauvre. Il était soldat, fils de paysan, sans nom, sans fortune. Et elle était la fille du gouverneur. Son père avait interdit le mariage, avait dit qu'il n'était pas digne, mais elle s'en fichait. Elle l'aimait quand même. Léa regarda autour d'elle, l'hôtel particulier. Et maintenant, les rôles se sont inversés. Tu es riche, je suis pauvre. Et encore une fois, le monde dira que nous ne sommes pas dignes l'un de l'autre. Antoine lui prit la main. Que le monde aille se faire voir. Je t'ai cherché pendant 500 ans. Je ne vais pas laisser des opinions me séparer de toi à nouveau. Mais même en disant cela, tous deux connaissaient la vérité. Le monde compte. La société juge. Et une romance entre un millionnaire et sa femme de ménage serait un scandale, serait à la une des journaux, serait une destruction. Mais avant qu'ils ne puissent discuter plus longtemps, quelque chose d'étrange se produisit. Léa, tenant toujours son café, commença à fredonner. Une mélodie basse, douce, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Antoine se figea, parce qu'il connaissait cette mélodie. C'était la chanson des rêves, la chanson qu'elle lui chantait avant de s'endormir. 500 ans auparavant, Léa s'arrêta, réalisant ce qu'elle était en train de faire. D'où ça vient? Elle était pâle, confuse. Je ne connais pas cette chanson, jamais entendue auparavant, mais elle était dans ma tête. Antoine se leva lentement. C'est de l'espagnol archaïque, du XVIe siècle. Il prit son téléphone, enregistra, tout en demandant « Chante encore ». Léa, encore tremblante, chanta. La mélodie coulait naturellement, comme si elle avait été chantée 1000 fois. Des mots anciens, prononcés parfaitement, dans un dialecte qui n'existait plus. Antoine reproduisit l'enregistrement pour une application de traduction. Et les mots apparurent. No importa cuánto tiempo pase, mi alma te buscará, te amaré en cada vida, esperaré hasta el fin del mundo. Peu importe le temps qui passe, mon âme te cherchera. Je t'aimerai à chaque vie. J'attendrai jusqu'à la fin du monde. Léa couvrit sa bouche avec ses mains. Antoine laissa tomber son téléphone, parce que ce n'était pas un souvenir. C'était une mémoire vivante, gravée si profondément dans l'âme de Léa, qu'elle transcendait les vies. Elle avait chanté pour lui il y a 500 ans. Et maintenant, sans savoir comment ni pourquoi, elle chantait à nouveau. Les évidences n'étaient plus des coïncidences, c'étaient des preuves, à ce moment. Antoine prit une décision. Il appela son assistant et annula tous les rendez-vous de la semaine. Ensuite, il regarda Léa et dit « Nous allons à Mexico ». Léa cligna des yeux. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que, » expliqua Antoine, « si Diego de Alvarado et Lucia de Mendoza ont vécu en 1525, il doit y avoir des registres, des documents, peut-être même des portraits. J'ai besoin de plus que des rêves et des mélodies. J'ai besoin de preuves concrètes. Et tu viens avec moi. » Léa voulait dire qu'elle ne pouvait pas.
qu'elle avait du travail, que sa grand-mère avait besoin d'elle. Mais Antoine était déjà en train d'appeler Mémé Odette, expliquant que Léa voyagerait pendant quelques jours, qu'il couvrirait tous les coûts, qu'il engagerait une infirmière pour rester avec sa grand-mère. Et Mémé Odette, sage et mystérieuse comme toujours, rit simplement et dit « Vas-y, ma fille, cherche la vérité et ferme ce cycle. » 2 jours plus tard, Antoine et Léa étaient dans un avion privé en direction de Mexico. Léa n'avait jamais volé auparavant. Elle pressa son visage contre la fenêtre, voyant les nuages, sentant l'impossible devenir réel. Antoine s'assit à côté d'elle et pour la première fois depuis des jours, sourit. Un sourire vrai, parce que pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il était sur le bon chemin, ne construisant pas des immeubles, ne concluant pas des affaires, mais cherchant quelque chose qui comptait vraiment. Ils atterrirent à midi. Un chauffeur les conduisit directement aux archives générales de la Nation. Antoine avait pris rendez-vous avec la directrice, une historienne nommée Dr Ramirez. Elle les reçut avec curiosité. Il est rare de recevoir des demandes concernant des soldats spécifiques du XVIe siècle. Que cherchez-vous exactement? Antoine expliqua. Diego de Alvarado, soldat espagnol, mort au combat en 1526, promis à Lucia de Mendoza, fille d'un gouverneur. Le docteur Ramirez tapa sur l'ordinateur, fronçant les sourcils, cliqua sur des fichiers, et alors, ses yeux s'écarquillèrent. Intéressant. Nous avons des registres de Diego de Alvarado. Elle tourna l'écran. Et voici. Diego de Alvarado, soldat sous le commandement de Cortés, mort au combat contre des tribus rebelles le 20 juin 1526. Elle cliqua encore. Et ici, Lucia de Mendoza, fille de Francisco de Mendoza, gouverneur colonial. Elle mourut 1 an plus tard, en mai 1527, cause du décès enregistré comme tristesse profonde. Antoine et Léa s'échangèrent un regard. Tout était là, documenté, réel, mais le docteur n'avait pas terminé. Elle cliqua sur un autre fichier. Et vous allez vouloir voir ça. Et c'est quand elle ouvrit la boîte. À l'intérieur de la boîte d'archives, protégée par des siècles de préservation soignée, se trouvait une lettre. Papier jauni, encre fanée, mais encore lisible, écrite en espagnol ancien. Le docteur Ramirez mit des gants, sortit la lettre avec soin, et lut à haute voix de Diego de Alvarado à Lucia de Mendoza. Écrite 3 jours avant sa mort, elle traduisit en lisant « Ma bien-aimée Lucia, si ces mots te parviennent, cela signifie que je ne reviendrai pas, mais sache que mon amour transcende cette vie. Te buscaré en cada vida. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, mon âme reconnaîtra la tienne, et nous serons à nouveau ensemble. Je te le promets, éternellement tien, Diego. » Le silence dans la salle d'archives était absolu. Léa pleurait. Antoine était sans voix. Le docteur Ramirez les observait avec une expression entre fasciné et effrayé. Et alors, elle dit, « Vous leur ressemblez, saviez-vous » Elle cliqua à nouveau, ouvrant une image numérisée. C'est un portrait que nous avons trouvé il y a 5 ans, dans une collection particulière. Il a été vendu au Musée national d'histoire. Il est en exposition permanente dans l'aile coloniale. L'image se chargea lentement. Et quand elle apparut à l'écran, le monde s'arrêta. C'était un portrait ancien, peint à l'huile, usé par le temps, et dessus, 2 visages. Un homme en uniforme militaire, une femme en robe coloniale. Et les visages étaient inconfondibles. C'était Antoine, c'était Léa, pas ressemblants, identiques, les mêmes yeux, la même bouche, la même expression. 500 ans de différence, mais les âmes étaient les mêmes. Léa s'effondra sur la chaise. Antoine se tint à la table pour ne pas tomber. Le docteur Ramirez les regardait comme si elle voyait des fantômes. Et peut-être était-ce le cas. Parce que là, devant elle, se trouvaient 2 personnes qui ne devraient pas exister. 2 personnes qui prouvaient que certaines histoires transcendent le temps, que certaines âmes ne s'oublient vraiment pas, que certaines promesses sont vraiment éternelles.
Antoine regarda Léa. Léa regarda Antoine. Et les deux savaient, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de dénégation. Ils avaient vécu avant. Ils s'étaient aimés avant. Ils s'étaient perdus avant. Et maintenant, 500 ans plus tard, ils s'étaient retrouvés à nouveau. Et c'est quand elle ouvrit la boîte. À l'intérieur de la boîte, protégé dans du plastique transparent, se trouvait le médaillon original, en argent ancien, exactement comme celui que Léa portait. Le docteur Ramirez expliqua. Il a été trouvé enterré avec Lucia de Mendoza. Quand ils ont exhumé la tombe pour une étude archéologique, il était dans sa main, comme si, même dans la mort, elle ne pouvait pas le lâcher. Antoine prit la boîte, regarda le médaillon, et ensuite regarda celui que Léa portait au cou. Ils étaient identiques, parce qu'ils étaient le même, ou plutôt, ils étaient une paire. Antoine avait donné un à Léa il y a 500 ans, et d'une manière ou d'une autre, à travers des générations, à travers des siècles, le médaillon avait retrouvé son chemin. Le docteur Ramirez observait tout en silence. Et alors, demanda Vin, d'une voix douce, vous croyez vraiment que vous êtes eux, n'est-ce pas? Que vous êtes Diego et Lucia de Alvarado et Mendoza? Réincarnés? Antoine ne répondit pas immédiatement. Regarda Léa. Elle tenait son propre médaillon, des larmes coulant. Et Antoine dit, je ne sais pas ce que je crois, mais je sais ce que je ressens. Et je sens que j'ai attendu 500 ans pour elle. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont traiter l'impossible, vont remettre en question la réalité. Et c'est bien, parce que cette histoire défie tout ce que nous savons sur la vie et la mort. Mais continuez, parce que ce qui va suivre va tout changer. Le docteur Ramirez les conduisit au Musée national d'histoire. Le portrait se trouvait dans l'aile coloniale, accroché parmi d'autres tableaux de gouverneurs et de nobles. Mais quand Antoine et Léa entrèrent dans la salle et virent le portrait grandeur nature sur le mur, ils cessèrent tous les deux de respirer. C'était comme regarder dans un miroir temporel. L'homme sur le portrait portait une armure de soldat espagnol. La femme portait une robe coloniale bleue avec de la dentelle blanche. Mais les visages étaient exactement les mêmes. Léa fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à être devant le tableau, regardant son propre visage peint 500 ans auparavant. Elle leva la main, toucha le verre protecteur. Et alors, quelque chose se produisit. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Quelque chose qui allait tout changer. Le monde autour disparut. Soudain, Léa n'était plus au musée. Elle était dans un champ ouvert, ciel bleu, si bleu que ça faisait mal aux yeux, vent chaud caressant son visage, apportant une odeur de lavande sauvage et de terre humide. Le soleil brûlait sa peau avec une intensité qui n'existait pas au XXIe siècle. Elle baissa les yeux. Elle portait la robe bleue du portrait, soie lourde, broderie à la main, dentelle blanche aux manches. Elle sentait chaque détail, le poids de la jupe, le serrement du corset, le balancement des bijoux à son cou. Ce n'était pas un souvenir, c'était une expérience. Elle était là, en 1525, vivant ce moment comme si elle n'avait jamais quitté. Et alors elle entendit la voix, Antoine, appelant son nom. Elle se retourna, et il était là, pas l'Antoine chevalier en costume, mais Antoine d'Alvarado en armure, jeune, fort, avec des yeux remplis d'amour et de peur. « Léa, dit-il, et sa voix était brisée, je dois partir. La bataille est demain. Non. » Léa entendit sa propre voix répondre, mais ce n'était pas elle qui parlait. C'était la Léa d'il y a 500 ans. « N'y va pas, s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment. » Antoine prit ses mains. « Je dois y aller, mais je te promets que je reviendrai. Et quand je reviendrai, peu importe ce que dira ton père, nous nous enfuirons, nous nous marierons. Nous aurons la vie dont nous rêvons. » Il ôta le médaillon de son cou, le plaça au sien. « Ceci est mon serment. Je t'ai cherché à chaque vie, Léa. Si quelque chose m'arrive, si la mort m'emporte, je jure que mon âme te retrouvera, à chaque vie, jusqu'à ce que nous soyons ensemble pour toujours. » Léa dans la vision pleurait. « Je vais attendre.
peu importe combien de temps. J'attendrai jusqu'à la fin du monde. » Et alors la scène changea. Champ de bataille. Ciel rouge de fumée et de feu. Odeur de sang et de terre brûlée. Cris d'hommes mourants. Métal cognant contre métal. Et Antoine tombant. Elle vit au ralenti. Une lance traversant sa poitrine. Elle entendit le son, sentit la douleur, comme si c'était la sienne. Vit ses yeux s'écarquiller de choc. Le vit tomber à genoux, armure lourde, tenant sa poitrine, sang rouge vif coulant entre ses doigts, tachant l'argent de l'armure, ses lèvres bougeant, formant des mots qu'elle pouvait lire parfaitement. « Léa, pardonne-moi, je te chercherai, je te le promets. » Et alors ses yeux se fermèrent, et le champ de bataille disparut dans l'obscurité. Autre changement. Léa au château. Pas la Léa moderne, mais l'ancienne. Robe noire de deuil pesant sur ses épaules. Fenêtre ouverte avec vue sur la mer. Attendant, toujours attendant. Main pâle, trop fine. Tenant le médaillon comme si c'était la seule chose la maintenant en vie. Yeux vides. Sans larmes parce qu'elle les a déjà toutes pleurées. Les mois passant en secondes dans la vision. Printemps, été, automne, hiver, et elle dépérissant, mangeant moins, dormant moins, vivant moins, se mourant. Pas de maladie, mais de tristesse. Le cœur brisé en morceaux si petits qu'il ne pouvait plus battre. Elle se vit allongée sur le lit, robe blanche, cheveux éparpillés sur l'oreiller, mains croisées sur sa poitrine, tenant le médaillon, et son dernier mot, murmuré dans le vide, avant de fermer les yeux pour toujours. « Je t'attendrai. À chaque vie, je t'attendrai. » Et alors, choc. Léa était de retour au musée, tombant, hurlant. Mais elle n'était pas seule, parce qu'Antoine avait aussi vu. Au moment où Léa toucha le tableau, il le toucha en même temps. Et tous les deux furent aspirés dans la même vision, vécurent les mêmes moments, sentirent la même douleur, virent la même mort. Et quand ils revinrent, quand la réalité les ramena au présent, tous les deux tombèrent sur le sol du musée, haletants, pleurant, en choc absolu. Le docteur Ramirez et les gardes de sécurité accoururent, mais Antoine et Léa ne pouvaient que se regarder, parce qu'ils n'avaient pas seulement vu le passé, ils l'avaient vécu, ils l'avaient senti, ils étaient morts. Et maintenant, de retour au présent, ils portaient 500 ans de mémoire et de douleur. Antoine prit le visage de Léa entre ses mains. « Tu as vu? Tu as tout vu ?» Léa acquiesça, en sanglotant. « Je t'ai vu mourir. J'ai vu la lance. Je t'ai vu tomber. Et je n'ai rien pu faire. » Antoine la serra dans ses bras. « Je t'ai vu attendre. Je t'ai vu mourir de tristesse. Et c'était de ma faute. J'ai promis que je reviendrais et j'ai échoué. Les gardes tentèrent de les séparer. Mais le docteur Ramirez les en empêcha. Laissez-les. Ils sont en train de traiter quelque chose que nous ne comprenons pas. » Antoine et Léa restèrent là, enlacés sur le sol du musée, devant le portrait qui les montrait vivants il y a 500 ans, traitant une vérité qui défiait toute logique. Ils étaient réels. La réincarnation était réelle. Leur amour avait transcendé la mort. Et maintenant, enfin, après 5 siècles, ils étaient de nouveau ensemble. Mais avec le soulagement, vint la terreur. Parce que si la vie passée était réelle, cela signifiait que la tragédie l'était aussi. Cela signifiait que le destin avait tenté de les séparer avant, et peut-être tenterait-il à nouveau, des heures plus tard. Antoine et Léa étaient assis dans un café près du musée. Aucun des deux ne mangea. Ils regardèrent seulement le vide, traitant, finalement. Léa parla. « J'ai senti ta mort. J'ai senti la lance percée. J'ai senti la douleur. Et j'ai senti ton dernier mot, mon nom. » Antoine couvrit son visage de ses mains, et j'ai senti ton attente, des mois, 1 an. Tu dépérissant, et je n'ai rien pu faire. J'ai promis que je reviendrais, et je t'ai laissé seul. Mais tu ne m'as pas laissé, dit Léa doucement. Tu as tenu ta promesse. Tu as dit que tu me chercherais à chaque vie. Et tu m'as trouvé, 500 ans plus tard. Mais tu m'as trouvé. Antoine la regarda. Et toi ?
Tu as dit que tu attendrais. Et tu as attendu ?» Léa sourit à travers ses larmes. 500 ans. Ça en valait la peine. À ce moment, quelque chose changea entre eux. La douleur se transforma en détermination, parce qu'ils avaient gâché une vie entière il y a 500 ans. Ils ne gâcheraient pas celle-ci. Antoine prit la main de Léa sur la table. « Je ne sais pas comment le monde va réagir. Je ne sais pas ce que ma famille va dire. Je ne sais pas comment la société va juger un millionnaire avec sa femme de ménage. » Et il serra ses doigts. « Mais je m'en fiche. Je t'ai cherché pendant 500 ans. Je ne vais pas laisser les opinions d'étrangers me séparer de toi à nouveau. » Léa voulait y croire. Mais la peur était réelle. Et si les gens les jugeaient? Et si la différence sociale créait des problèmes? Et si, comme il y a 500 ans, le monde décidait qu'ils ne devraient pas être ensemble? Antoine vit l'hésitation dans ses yeux. Alors Léa Dubois, devant tout ce café, devant toutes ces personnes, « Laisse-moi faire ce que j'aurais dû faire il y a 500 ans. » Il se leva, s'agenouilla devant elle, et tout le café se tut, observant, moi, Antoine Chevalier, anciennement connu sous le nom d'Antoine de Valois. Je t'ai cherché à chaque vie. J'ai rêvé de toi depuis l'enfance. J'ai reconnu ton âme à l'instant où je t'ai vu. Et maintenant, devant témoins, je déclare, tu es mon âme sœur, mon amour éternel. Et peu importe ce que le monde dira, je serai à tes côtés, dans cette vie, et dans toutes celles qui viendront. Il sortit une bague de sa poche. Ce n'était pas une bague de fiançailles, c'était le médaillon. Il l'ouvrit, brisa la chaîne, et le transforma en une bague improvisée. Ce n'est pas traditionnel, mais c'est le nôtre. 500 ans d'attente, en argent ancien. Épouse-moi, Léa. Pas par convention, pas par société, mais parce que nos âmes sont déjà mariées depuis 5 siècles. Le café explosa en un silence choqué. Des personnes avec des téléphones, enregistrant, d'autres pleurant, et Léa, avec des larmes coulant sans arrêt, dit le seul mot possible. Oui. Antoine glissa le médaillon bague à son doigt, se leva, l'embrassa. Et le café explosa en applaudissements, mais Antoine et Léa n'entendirent pas. Parce que dans ce baiser, il y avait 500 ans de recherche, 500 ans d'attente, 500 ans de promesses tenues. C'était le baiser qu'ils n'avaient jamais pu donner avant la bataille. C'était le baiser que la mort avait volé. C'était le baiser qu'enfin, finalement, ils pouvaient partager. Quand ils se séparèrent, Antoine colla son front au sien. « Je t'aime. Aimé il y a 500 ans. Aime maintenant. Aimerai dans toutes les vies qui viendront. » Léa sourit. « Moi aussi. Toujours. Éternellement. » Si vous n'avez pas senti de frisson, commentez frisson, parce que cette histoire ne devrait pas être possible. Mais elle est arrivée, et elle est loin d'être terminée. Ils retournèrent à Paris ce soir-là, dans le jet privé, main dans la main, planifiant. Antoine n'était pas naïf. Il savait que déclarer publiquement une relation avec sa femme de ménage serait un scandale. Les manchettes seraient déjà écrites. Millionnaire s'agenouille pour femme de ménage dans un café. Romance ou coup monté, les médias seraient cruels, les réseaux sociaux impitoyables. Mais Antoine avait une arme, la vérité. Et la vérité, aussi impossible fût-elle, avait des preuves. Quand ils atterrirent, Antoine appela son équipe de relations publiques, organisa une conférence de presse pour le lendemain. « Ça va être un cirque », son conseiller prévint. « Ils disent que vous êtes devenu fou, qu'elle profite, que c'est un coup monté. » Alors, Antoine répondit calmement. « Je vais leur montrer que ce n'est pas le cas. Je vais montrer le médaillon, les marques de naissance, les documents historiques, le portrait. Je vais raconter toute la vérité. Et s'ils ne croient pas, tant pis pour eux. Je n'ai pas vécu 500 ans pour avoir peur des opinions. Mais Léa avait peur. Alors qu'Antoine était confiant, elle était terrifiée. Parce qu'Antoine était riche, puissant, habitué à être attaqué. Mais elle n'était qu'une femme de ménage, pauvre, sans éducation formelle, sans défense. Le monde la détruirait.
Ils essaieraient de prouver qu'elle était intéressée, qu'elle a trompé le millionnaire, qu'elle a tout forgé. Et comment se défendre contre des accusations quand la vérité est si impossible que personne ne croit? Mémé Odette remarqua la peur quand Léa rentra à l'hôtel particulier dominant Paris. Elle prit les mains de sa petite fille et dit « Ma puce, tu as quelque chose que son argent n'achètera jamais. Tu as 500 ans de vérité. Et la vérité vaut toujours. Mais, Mémé, Léa pleura. Et s'ils ne croient pas? Et s'ils disent que je suis une arnaqueuse? Et s'ils détruisent tout? Mémé Odette sourit. Alors tu te battras. Comme tu t'es battu il y a 500 ans. Comme tu as attendu il y a 500 ans. Et cette fois, tu as quelque chose que tu n'avais pas avant. Lui, à tes côtés. La conférence de presse eut lieu le lendemain. La salle était bondée. Journalistes, caméras, photographes. Antoine entra en costume. Léa entra en robe simple. Et la différence entre eux était frappante. Lui, confiant et soigné. Elle, nerveuse et humble. Les caméras cliquèrent frénétiquement. Et Antoine commença à parler. « Mon nom est Antoine Chevalier. Et voici Léa Dubois. Vous nous connaissez comme millionnaire et femme de ménage. Mais notre histoire va bien au-delà. » Il raconta tout. Les rêves, les marques de naissance identiques, le médaillon, les documents historiques, la lettre, le portrait, la vision au musée, chaque détail, chaque preuve, chaque impossibilité. Et comme il parlait, la salle se tut absolument. Parce que soit Antoine était complètement fou, soit il disait la vérité. Et la vérité était impossible. Un journaliste leva la main. « Vous attendez-vous à ce qu'on croie à la réincarnation ?» Antoine sourit. « Non. J'espère que vous verrez les preuves et tirerez vos propres conclusions. » Il montra le médaillon, les photos du portrait, les documents des archives, les marques de naissance. Il toucha même la main de Léa. Et dans la projection, les marques s'alignèrent parfaitement. Et alors il dit, que vous croyez ou non, peu importe, parce que je connais la vérité. Et la vérité, c'est que j'ai trouvé mon âme sœur après 500 ans de recherche. Et je ne vais pas la laisser partir à cause d'opinions. Une autre journaliste, plus cynique, demanda à Léa, « Comment savons-nous que vous ne profitez pas? Que vous n'avez pas tout forgé pour obtenir son argent ?» Léa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, regarda directement la caméra, et sa voix, normalement douce, sortit ferme. « Parce que si je voulais de l'argent, il y a 1000 façons plus faciles que d'inventer une histoire de réincarnation. » Elle leva la main, montrant le médaillon bague. « Ceci a plus de valeur pour moi que tout son argent. Parce que ceci, elle le serra contre sa poitrine, est la preuve que l'amour véritable existe, que certaines connexions transcendent tout. Et si vous choisissez de ne voir que différences sociales et cupidité, cela en dit plus sur vous que sur nous. » La salle explosa en murmures. Antoine sourit, fier. Et alors, il fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à ce qu'on projette la vidéo de Léa chantant la chanson ancienne. L'ancien français résonna dans la salle, et quand la traduction apparut à l'écran, peu importe combien de temps passe, « Mon âme te cherchera, je t'aimerai à chaque vie, j'attendrai jusqu'à la fin du monde. » Certaines personnes pleurèrent, parce que la vérité a du pouvoir, et cette vérité, aussi impossible soit-elle, avait le pouvoir de toucher les âmes. La conférence se termina. Les manchettes sortirent. Et comme prévu, il y avait de tout. Certains ont appelé ça une farce, d'autres, une belle histoire. Il y avait des sceptiques furieux et des croyants émus. Mais ce que personne ne pouvait nier, c'étaient les preuves. Le portrait, les documents, les marques, le médaillon. Et comme les jours passaient, quelque chose d'inattendu se produisit. Des personnes commencèrent à partager leurs propres histoires, des connexions inexplicables, des reconnaissances impossibles, des amours qui défièrent la logique. Et soudain, Antoine et Léa n'étaient de plus seuls. Ils devinrent des symboles, la preuve que peut-être, juste peut-être, l'amour transcende vraiment tout. Mais tout n'était pas célébration.
La famille d'Antoine était furieuse. Son frère aîné appela criant « Tu es devenu fou? Tu vas épouser la femme de ménage? Ils vont penser qu'on est une plaisanterie. » Antoine calmement répondit « Alors qu'ils pensent ce qu'ils veulent, je ne vis pas pour l'approbation, je vis pour la vérité. Et la vérité, c'est que Léa est mon âme sœur. Si vous ne l'acceptez pas, tant pis pour vous. » Et il raccrocha. Léa aussi fit face à des attaques. D'anciennes employeuses donnaient des interviews, disant qu'elle avait toujours été calculatrice. Des voisins inventaient des histoires. Les réseaux sociaux la traitaient de chasseuse de fortune. Et chaque commentaire faisait mal. Mais chaque fois que Léa pensait à abandonner, à fuir, à protéger Antoine du scandale, il serrait sa main et disait « Nous avons survécu à 500 ans. Nous survivrons à ça aussi. » Et il avait raison, parce qu'un amour qui traverse les siècles ne se brise pas par des opinions. Antoine et Léa affrontèrent tout, ensemble, et en affrontant. Quelque chose de magnifique arriva. Ils tombèrent amoureux à nouveau. Pas seulement des souvenirs du passé, mais du présent. Antoine découvrit que Léa était drôle, intelligente, résiliente. Léa découvrit qu'Antoine, sous le masque froid, était vulnérable, loyal, passionné. Ils n'étaient pas seulement les âmes du passé, c'étaient des personnes réelles, construisant un amour réel dans cette vie, en ce temps. Et quand Antoine dit finalement, un soir, assis sur la terrasse de l'hôtel particulier sous les étoiles, « Je t'aime, Léa. Pas seulement parce que je t'ai aimé il y a 500 ans, mais parce que je t'aime maintenant, pour qui tu es, pour qui nous sommes ensemble. » Léa sut que la promesse avait été remplie, pas seulement retrouvée, mais complétée. Il avait promis de la chercher à chaque vie. Elle avait promis d'attendre. Et maintenant, finalement, il n'avait plus besoin de chercher. Il n'avait plus besoin d'attendre. Parce qu'ils étaient ensemble. Et rien, ni la mort, ni le temps, ni la société, ne pourrait les séparer à nouveau. Mais il y avait une dernière épreuve, une dernière pièce du puzzle que le destin gardait. 2 semaines après la conférence de presse, Antoine reçut un appel du docteur Garnier. Sa voix était tremblante, excitée. « Vous devez revenir à Paris. Immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose d'impossible. » Antoine ne posa pas de questions, prit Léa, appela le chauffeur. Et cette nuit-là, ils étaient de nouveau au musée. Le docteur Garnier les attendait avec une boîte de bois ancienne sur la table. Ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait. « Quand votre histoire est devenue publique, nous avons décidé de faire des fouilles plus profondes à l'endroit où Léa Dubois a été enterrée. Et nous avons trouvé ceci. » Elle ouvrit la boîte carfulement, à l'intérieur. Enveloppé dans un tissu de conservation, il y avait un livre. Non, un journal, des pages jaunies, une couverture de cuir usé, mais surprenantement intacte. C'était le journal de Léa Dubois, écrit en 1924, l'année où Antoine est mort. Antoine et Léa se regardèrent. Le docteur ouvrit le journal à la dernière page et lut à voix haute, traduisant le français ancien. « Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle. Antoine est mort, tombé au front, défendant la France. Et moi, Léa Dubois, je suis seule. Mon père me dit d'oublier, dit qu'il n'était pas digne. Mais comment oublier ma propre âme? Comment oublier l'homme qui m'a fait sentir vivante? Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Si la mort nous a séparés dans cette vie, je jure que nous nous retrouverons dans la prochaine, et dans la prochaine, et dans toutes les vies à venir. Parce que l'amour vrai ne meurt pas, il transcende. » Le docteur tourna d'autres pages. Et ici, elle pointa, est écrite une prophétie ou une promesse. Léa Dubois a écrit « Si nos âmes sont réelles, si la réincarnation existe, je laisse ce signe. Quand nous nous retrouverons, il me cherchera, j'attendrai, nous aurons les mêmes marques, nous porterons les mêmes noms, et le monde tentera de nous séparer à nouveau. Mais cette fois, nous vaincrons, parce que l'amour qui traverse les siècles est plus fort que n'importe quel obstacle. » Antoine s'assit lourdement. Léa couvrit sa bouche, les larmes coulant, parce que, il y a 100 ans, Léa Dubois avait tout prédit, avait écrit le futur, ou, mieux,
avait promis que, peu importe ce qui arriverait, il se retrouverait et vaincrait. Le docteur Garnier referma le journal carefully. Elle les regarda avec révérence. « Vous n'êtes pas seulement une histoire d'amour. Vous êtes la preuve vivante que certaines choses transcendent la mort, transcendant le temps. Vous êtes ce qu'elle a promis il y a 100 ans. Cette histoire ne devrait pas exister. Mais elle doit être racontée. Parce que combien de personnes dans le monde ressentent des connexions inexpliquées et pensent qu'elles sont folles? Combien de personnes rencontrent quelqu'un et ont l'impression de le connaître depuis des vies? Combien de personnes abandonnent parce que le monde dit que ça n'a pas de sens? Antoine et Léa sont la preuve que ces connexions sont réelles et qu'il vaut la peine de se battre pour elles. Antoine demanda une copie des pages du journal. Il voulait les emmener à l'hôtel particulier. Il voulait que Léa lise les mots qu'elle avait elle-même écrits il y a 100 ans. Et quand elle lut, seule dans sa chambre, Léa pleura, parce qu'elle reconnaissait les sentiments, reconnaît la douleur, reconnaît la promesse. C'était comme lire sa propre âme sur du papier ancien et comprendre que tout ce qu'elle avait traversé, toute l'attente, toute la douleur, avait valu la peine, parce qu'elle avait accompli sa propre prophétie. Les préparatifs pour le mariage commencèrent. Antoine voulait quelque chose de grand, de public, une déclaration pour le monde. Mais Léa voulait quelque chose de simple, d'intime, juste pour eux. Alors, ils firent les deux. D'abord, une cérémonie privée. Seulement Antoine, Léa, Mémé Odette et le docteur Garnier comme témoins. Ce fut au même endroit où le portrait était accroché, au musée, dans l'aile du 19e siècle, devant la peinture qui les montrait ensemble il y a 100 ans. Le prêtre qui accepta de faire la cérémonie était vieux, sage, et croyait au mystère. Il regarda le portrait, regarda Antoine et Léa, et sourit. « Certaines âmes sont éternelles, dit-il, et vous deux le prouvez. » Antoine portait un costume simple. Léa portait une robe blanche humble, mais magnifique. Et quand ils échangèrent leurs vœux, ce ne furent pas les traditionnels. Antoine parla en premier. « Léa, je t'ai cherché pendant 500 ans. J'ai rêvé de toi avant même de savoir que tu étais réelle. Et maintenant, devant cette peinture qui prouve que nous avons déjà été un, je promets que nous serons un dans toutes les vies à venir. Je t'aime, dans chaque vie, éternellement. » Léa serra ses mains, les larmes coulant librement. « Antoine, j'ai attendu pendant 500 ans, ton absence. Je sentais ton manque avant même de te connaître dans cette vie. Et maintenant, devant cette preuve que notre amour transcende tout, je promets que, peu importe ce que le destin apportera, nous serons ensemble. Je t'aime, dans chaque vie, pour toujours. » Le prêtre sourit. « Alors, par le pouvoir qui m'a été accordé, et par le pouvoir que le temps et le destin vous ont déjà accordé, je vous déclare mari et femme, à nouveau. » Ils s'embrassèrent, et c'était comme si 500 ans de séparation se guérissaient enfin. Le baiser n'était pas seulement le leur. Il était de tous les Antoine Chevalier et Léa Dubois. Il était de toutes les vies où ils s'étaient cherchés et ne s'étaient pas trouvés. Il était de toutes les promesses tenues. Il était éternel. Mémé Odette pleura. Le docteur Garnier pleura. Le prêtre pleura. Et même les gardiens du musée, qui observèrent de loin, sentirent quelque chose d'impossible à expliquer. L'amour véritable a un pouvoir, et cet amour avait 500 ans de pouvoir accumulé. Mais Antoine avait promis une cérémonie publique également. Et une semaine plus tard, ils l'ont faite. Pas dans une église coûteuse, non, dans le parc public de la ville, ouvert à tous. Des centaines de personnes sont apparues, des inconnus qui avaient suivi l'histoire, des gens qui y croyaient, des gens qui voulaient voir de leurs propres yeux, la preuve que l'amour éternel existe. Antoine et Léa ont renouvelé leurs vœux devant tout le monde. Et cette fois, Antoine a ajouté quelque chose, pour tous ceux qui écoutent, qui doutent des connexions inexplicables, qui sentent qu'ils connaissent quelqu'un, mais ont peur de l'admettre. N'ayez pas peur, parce que la vie est trop courte pour ignorer les appels de l'âme. Léa et moi sommes la preuve que certaines choses sont réelles et en valent la peine.
La foule a applaudi. Des enfants ont jeté des fleurs. Et quand Antoine et Léa se sont embrassés, le parc a explosé de joie. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un symbole. Que l'amour vence, que les âmes se rencontrent, que les promesses, même après 500 ans, peuvent être tenues. Les mois suivants furent une période d'adaptation. Antoine et Léa construisirent une vie ensemble. Ce ne fut pas facile. La différence d'origine créait encore des défis. Léa n'était pas habituée à la vie de riche. Les dîners formels la rendaient nerveuse. Les conversations sur les investissements et les affaires la faisaient se sentir petite. Et il y avait des moments où elle sentait qu'elle n'appartenait pas à ce monde, qu'elle était une intruse dans une robe empruntée. Antoine aussi luttait. Il ne comprenait pas les luttes de ceux qui ont toujours été pauvres. Pourquoi Léa gardait-elle de la nourriture comme si elle pouvait finir? Pourquoi avait-elle peur de dépenser de l'argent même en ayant autant? Pourquoi se levait-elle à 5 heures du matin alors qu'elle n'avait plus besoin de travailler? C'étaient des cicatrices invisibles, des marques d'une vie que l'argent n'effaçait pas du jour au lendemain. Mais ils ont appris, ensemble. Antoine a appris la patience. Il a appris que la guérison prend du temps. Il a appris à écouter plus et à juger moins. Et Léa a appris à faire confiance. Elle a appris que tous ceux qui sont en position de pouvoir n'en abusent pas. Elle a appris qu'elle méritait d'être là. Pas parce qu'elle était l'âme sœur d'un homme riche, mais parce qu'elle était humaine. Et être humaine était déjà suffisant. Parce que ce qui les unissait était plus grand que ce qui les séparait. Ce n'était pas seulement le souvenir de 500 ans, c'était un choix quotidien d'aimer, de pardonner, de construire, d'être partenaire non seulement dans le destin, mais dans la vie réelle. Antoine a créé une fondation au nom de Léa, Fondation Dubois, pour aider les femmes de ménage, pour offrir une éducation, des bourses d'études, une formation professionnelle, des opportunités, pour donner de la dignité à ceux que la société insiste à rendre invisibles. Et Léa est devenue la porte-parole. Elle a voyagé dans tout le pays, raconté son histoire, non seulement de réincarnation, mais de respect, que chaque personne, peu importe sa profession ou sa classe sociale, mérite l'amour et la dignité, que femme de ménage n'est pas moins qu'un cadre, que la pauvreté ne définit pas la valeur. Et les gens écoutaient, parce que Léa parlait avec l'autorité de celui qui a vécu, de celle qui a nettoyé les sols et a quand même gardé la tête haute, de celle qui a été jugée et a quand même choisi d'aimer, et au fur et à mesure qu'ils racontèrent l'histoire, quelque chose de magnifique s'est produit. D'autres personnes ont commencé à se manifester, des personnes avec leurs propres histoires de connexions inexplicables, de déjà-vus intenses, de reconnaissances impossibles. Et Antoine et Léa ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls, que peut-être, seulement peut-être. La réincarnation était plus courante que le monde ne l'admettait, et que peut-être, seulement peut-être, l'amour véritable transcendait réellement tout. 1 an après le mariage, Léa a découvert qu'elle était enceinte. Et quand Antoine l'a su, il est tombé à genoux et a pleuré, parce que 500 ans auparavant, il n'avait jamais eu cette chance. Il n'avait jamais eu la vie dont il rêvait, mais maintenant il l'avait. Maintenant il pouvait construire la famille que la mort a volée. Léa a tenu son visage. Nous avons gagné. Antoine, le destin a essayé de nous séparer 2 fois, mais cette fois, nous avons gagné, et il a acquiescé, parce que c'était vrai. Le bébé est né un matin de printemps, une fille, cheveux foncés, yeux profonds. Et quand Antoine l'a tenue pour la première fois, il a senti quelque chose de familier, comme s'il la connaissait déjà. Léa a souri, fatiguée, mais rayonnante. « Tu penses que ?» Antoine a secoué la tête. « Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste à nous, de cette vie, de cette époque. Et c'est parfait. » Ils l'ont appelée Odette, en hommage à Mémé Odette, qui avait tout vu depuis le début, qui avait cru quand personne d'autre ne croyait, et qui maintenant, tenant son arrière-petite-fille dans ses bras, souriait avec des larmes dans les yeux. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà eu une connexion inexplicable qui défie la logique? Quelle histoire de connexion n'avez-vous jamais racontée? Laissez-la dans les commentaires, parce que peut-être, seulement peut-être, vous n'êtes pas fou.
Peut-être que vous ressentez quelque chose de réel, quelque chose qui transcende cette vie. Antoine et Léa sont retournés au musée des années plus tard, avec Odette, maintenant âgée de 5 ans, tenant leurs mains. Ils se sont arrêtés devant le portrait. La petite fille a regardé vers le haut, a pointé du doigt. « C'est vous. » Antoine et Léa se sont regardés. « Comment le sais-tu » Odette a haussé les épaules. « Je sais, tout simplement. » Et à ce moment-là, tous deux ont compris. Certaines âmes voyagent ensemble, vie après vie, et peut-être, seulement peut-être, leur petite famille était éternelle, pas seulement dans cette vie, mais dans toute. Certaines connexions transcendent le temps. Certaines promesses traversent les siècles. Certaines âmes, peu importe combien le destin essaie de les séparer, trouvent toujours le chemin du retour. Antoine a promis de chercher Léa à chaque vie. Léa a promis d'attendre. Et 500 ans plus tard, tous deux ont tenu parole. L'amour a vaincu la mort, a vaincu le temps, a vaincu la différence sociale, a vaincu tout, parce que l'amour véritable ne meurt pas, il transcende. Et si vous vous demandez si cette histoire est réelle, laissez-moi vous dire. Des documents historiques confirment l'existence d'Antoine Chevalier et de Léa Dubois. Le portrait existe, le médaillon existe, le journal existe. Ce qui s'est passé entre Antoine Chevalier et Léa Dubois moderne leur appartient de le raconter, mais les preuves sont indéniables et le message est clair. Certaines histoires défient de l'explication et méritent d'être crues. Antoine et Léa vivent aujourd'hui en paix. Ils font toujours face à des jugements. Il y en a encore qui disent que c'était une arnaque, que c'était mise en scène, que c'était de la folie. Mais ils s'en fichent parce qu'ils connaissent la vérité. Ils vivent la vérité. Et la vérité est qu'après 500 ans, deux âmes ont finalement trouvé la paix, finalement sont ensemble, finalement ont tenu la promesse impossible. Je te chercherai à chaque vie, il a promis, et il a tenu parole. Moi aussi je t'ai cherché. Elle a répondu, et elle a aussi tenu parole. Et maintenant, dans cette vie, à cette époque, ils n'ont plus besoin de chercher, parce qu'ils se sont déjà rencontrés, et rien, absolument rien, ne les séparera à nouveau. L'amour véritable trouve toujours un chemin, peu importe le temps que cela prend, peu importe le nombre de vies nécessaires, peu importe le nombre d'obstacles que le destin place. L'amour véritable vence, toujours, et Antoine et Léa sont la preuve vivante de cela, ou mieux encore, ils sont la preuve qui transcende la vie. Ils sont la preuve éternelle. Et tandis que vous écoutez cette histoire, peut-être ressentirez-vous quelque chose. Un frisson, une reconnaissance, une connexion avec quelqu'un que vous ne pouvez expliquer. N'ignorez pas cela, car peut-être est-ce votre propre âme qui se souvient. Peut-être est-ce votre propre promesse qui attend d'être accomplie. Et si c'est le cas, n'ayez pas peur. Parce que si Antoine et Léa nous enseignent quelque chose, c'est ceci. Cela en vaut la peine. L'attente en vaut la peine. La quête en vaut la peine. L'amour en vaut la peine. Toujours. 500 ans. 2 vies. Une promesse. Accomplie. Voici l'histoire d'Antoine et Léa. De comment un millionnaire tomba à genoux devant sa femme de ménage et lui dit « Je t'ai cherché à chaque vie ». Et de comment elle répondit « Moi aussi ». Et de comment 2 âmes, séparées par les siècles, ont finalement retrouvé le chemin l'une vers l'autre et vécurent, pas seulement existèrent, mais vraiment vécurent, ensemble, éternellement, comme cela aurait toujours dû être,